Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet bien particulier, celui d'une femme en perpétuelle recherche de son prince charmant. Alors que normalement, toutes les femmes se rendent compte très vite que l'homme parfait n'existe pas et s'accommodent des défauts de leurs hommes avec le temps, Nanny Doss, elle n'arrive pas à faire avec les défauts des hommes. Elle veut un homme parfait, un point c'est tout. Elle a tellement rêvé de l'amour dans les romans photos et dans les livres qu'elle ne veut plus que ça. Au cours de sa vie, Nanny Doss a connu 5 hommes en tout. À chaque fois qu'elle en rencontre un, elle est certaine que c'est l'homme de sa vie. Mais une fois mariée, elle se heurte aux vilains défauts. Les amoureux de Nanny finissent alors par devenir ses victimes. Car quand elle est contrariée, Nanny a la manie de se débarrasser du mari gênant. Elle l'empoisonne et tourne la page à la recherche du nouveau candidat. Nanny Doss est une tueuse en série qui élimine ses hommes. Et voici son histoire. Nanny, de son vrai nom Nancy, est la fille aînée de Louisa et James Hazel, des citoyens pauvres mais honnêtes et travailleurs de Blue Mountain, en Alabama aux États-Unis. Elle est née en novembre 1905. Elle a 3 sœurs et un frère qui se sont tous mis à travailler à la ferme familiale dès leur jeune âge. James Hazel était un papa qui a élevé ses enfants à la dure. Les 5 enfants ont appris à couper le bois, labourer les champs et exécuter les tâches à la ferme. Nanny arrête l'école en 6e année, son père décidant que le travail à la ferme était plus important. James Hazel était aussi très strict quant à l'éducation de ses filles. Elle devait rester vierge jusqu'au mariage. Mais vers 14 ans, Nanny commence à lire des romans d'amour et commence à rêver du prince charmant. Quand elle a eu 16 ans, son père lui trouve un mari, un certain Charlie Braggs, un employé sérieux de la Linen Thread Company qui promet de l'aimer et de la chérir. Il se marie en 1921 et s'installe dans une maison à Blue Mountain avec la mère de Charlie. Nanny passe ses journées avec sa belle-mère. Elle est forcée de lui tenir compagnie et cela lui pèse énormément. Entre 1923 et 1927, Nanny met au monde 4 filles. Pour faire face à toutes ces maternités consécutives et à l'échec de son mariage, elle se met à fumer et à boire. En 1927, 2 de ses filles meurent subitement après une intoxication alimentaire. Bien qu'il ne puisse pas le prouver, Charlie soupçonne que sa femme est derrière ce malheur. Il prend sa fille aînée, Melvina, et s'enfuit de Blue Mountain. Nanny reste seule avec Florine, sa petite fille et sa belle-mère, qui décèdent de cause naturelle peu de temps après le départ de son fils. 1 an plus tard, Charlie revient à la maison et demande le divorce. En 1928, Nanny le lui accorde et quitte la maison avec Melvina et Florine. Nanny retourne vivre chez ses parents avec ses 2 filles. Elle trouve du travail dans une filature de coton à Anniston, juste à l'extérieur de Blue Mountain, et passe son temps libre à lire des romans d'amour et à éplucher les petites annonces à la recherche d'un nouveau mari. En lisant les colonnes du Lonely Hearts, Nanny trouve Frank Harrelson, un ouvrier de 23 ans. Il l'impressionne avec une photo éblouissante et un poème d'amour. Nanny lui prépare un gâteau et lui envoie une photo aussi. Ils se marient en 1929. Mais la lune de miel ne va pas durer longtemps. Nanny découvre que son mari est un alcoolique sans le sou qui se met à la battre régulièrement. Déçue, elle supporte les sautes d'humeur de Frank en continuant de lire ses romans d'amour en cachette. Avec Frank, elle déménage à Jacksonville où elle espère commencer une nouvelle vie. Frank, cependant, continue à boire et à se bagarrer dans les bars locaux. Nanny va élever ses filles du mieux qu'elle pourra et elle va rester mariée à Frank pendant 16 ans. Elle va endurer son tempérament violent et ses coups vicieux tout en gardant son rêve au fond d'elle. Nanny ne perd pas espoir, jamais. Un jour, elle va rencontrer le vrai amour. Cela devient même une obsession alors qu'elle continue à éplucher les annonces dans les journaux. Le temps passe et Melvina, sa grande fille, se marie et donne naissance à son fils, Robert Lee Haynes, en 1943. À 38 ans, Nanny adore embrasser les joues de bébé potelé de son petit-fils. En 1945, Melvina accouche pour la 2e fois. Cette fois-ci, la grossesse a été difficile et Melvina a des complications lors de l'accouchement. Nanny est à ses côtés tout le temps. Elle va chercher de l'eau, réconforte sa fille avec un linge froid et s'occupe d'elle. Melvina accouche finalement d'une petite fille. 1 heure plus tard, Melvina, groguée à l'éther, regarde sa mère tenant le nouveau-né. Ce qu'elle a vu serait plus tard décrit comme un mauvais rêve provoqué par l'éther, mais Melvina est persuadée qu'elle a vu sa mère collant une épingle à chapeau dans la tête de son bébé. À son réveil, elle apprend par des médecins que son bébé n'a pas survécu pour des raisons inconnues.
Lorsque Melvina rentre à la maison plusieurs jours plus tard, elle raconte à son mari et à sa belle-mère l'histoire de son mauvais rêve. Pendant un instant, le silence remplit la pièce. Ils finissent par lui dire qu'ils ont vu tous les deux que Nanny tenait une épingle à chapeau à la main le jour de sa naissance. Elle la faisait tournoyer avec désinvolture entre ses doigts. Melvina, incrédule, rejette cette vision improbable. Sa propre mère tuant sa petite fille nouveau-née ? Cela ne peut tout simplement pas être possible. 6 mois plus tard, alors que Melvina était absente et que Nanny gardait les enfants, le petit Robert meurt par asphyxie. À la fin de 1945, après une nuit d'ivresse dans les bars, Frank rentre chez lui et force sa femme à coucher avec lui. Le lendemain matin, Nanny, encore furieuse, prend le pot de liqueur de maïs de Frank et y verse de la morora. Le soir même, Frank décède d'une douleur atroce à l'estomac. C'est le 5e meurtre commis par Nanny et cela semble devenir de plus en plus facile pour elle. Les soldats rentrant de la guerre, personne ne fait attention aux personnes décédées après avoir été en contact avec Nanny. En 1947, elle déménage à Lexington, en Caroline du Nord, et rencontre Arlie Lanning. Ils se marient dans les 2 jours suivant leur rencontre. Nanny déchante lorsqu'elle découvre qu'il boit. Elle joue le rôle de l'épouse adoratrice, prenant en charge les tâches ménagères. Elle va également à l'église avec Arlie, qui est considérée comme l'ivrogne de la ville. Nanny, mariée pour la 3e fois, réalise qu'elle s'est encore trompée et qu'elle a choisi un autre raté. En 1950, Arlie Lanning décède d'une insuffisance cardiaque. Son agonie a été atroce, mais aucune autopsie ne sera effectuée. Avant sa mort, Arlie avait bien remarqué que sa maladie est survenue juste après avoir bu son café du matin. Avant que Nanny ne quitte la ville de Lexington, elle rend visite à la mère d'Arlie. Cette dernière décède subitement dans son sommeil la nuit même. Nanny retourne ensuite en Alabama pour prendre soin de sa sœur alitée, Dovie. On sait peu de choses sur la relation que Nanny et Dovie ont eue, mais peu de temps après son arrivée, Dovie va également décéder dans son sommeil. En 1952, Nanny rencontre Richard L. Morton par le biais du Diamond Circle Club, une agence de rencontres. Elle l'épouse et emménage dans sa maison à Emporia, au Kansas. Richard la couvre de cadeaux, Nanny est heureuse. Mais elle déchante vite quand elle se rend compte que Richard a plusieurs maîtresses. Elle se remet à éplucher les annonces. Ses plans pour tuer Richard sont interrompus lorsque sa mère Louisa revient vivre avec elle au début de 1953. Mais Louisa décède peu de temps après des suites de douleurs chroniques à l'estomac, un autre symptôme d'un empoisonnement à l'arsenic. Nanny a-t-elle tué sa mère ? En tout cas, 3 mois plus tard, Richard décède de causes similaires. Le 5e et dernier mariage de Nanny est avec Sam Doss, un inspecteur des routes nationales. Elle le rencontre par une annonce dans le journal et lui rend visite dans sa ville natale de Tulsa, à Oklahoma. Ils se marient en 1953. Sam ne boit pas, ne fume pas, ne la bat pas et ne la trompe pas. Tiens, Nanny a-t-elle enfin trouvé l'homme de ses rêves ? Eh bien non, car Nanny le trouve insupportablement ennuyeux et radin. Sam Doss tombe subitement malade d'une infection du tube digestif. On l'emmène à l'hôpital. À son retour, Nanny lui prépare le dîner. Sam décède la nuit même, convulsant et vomissant. Le médecin que Sam a vu à l'hôpital trouve cela bizarre. Sam allait bien à sa sortie de l'hôpital. Il ordonne une autopsie qui montre que l'estomac de Sam est plein d'arsenic. Selon le rapport du médecin légiste, il a reçu suffisamment d'arsenic pour tuer une équipe de chevaux. L'empoisonnement à l'arsenic pourrait être considéré comme l'un des moyens les plus affreux pour mourir. Cela peut prendre des heures, des jours ou même des semaines, selon les doses administrées à la victime. Les poumons, la peau, les reins et le foie sont principalement affectés. Les victimes ressentent d'abord une soudaine apparition d'un énorme mal de tête, un peu comme une migraine, suivi rapidement par des changements de couleur dans les ongles. Des douleurs à l'estomac, des vomissements, de la diarrhée, des urines sanglantes et de graves convulsions se produisent. Nanny Doss est impitoyable dans ses meurtres. Au lieu de simplement divorcer de ses maris, elle a apparemment estimé qu'ils devaient être exterminés comme des moustiques. La police l'arrête et l'interroge au sujet de l'arsenic trouvé dans le corps de Sam. Nanny a des crises de rire pendant son interrogatoire. Elle avoue avoir tué Sam. Elle avoue ensuite avoir tué Frank, Arlie et Richard, affirmant qu'ils étaient tous des idiots. La presse s'empare de l'affaire et la photo de Nanny se retrouve partout dans les journaux. On la surnomme désormais « The Jiggling Nanny », la nounou qui glousse. Les corps de toutes les victimes empoisonnées seront exhumés et on constatera que presque tous contenaient des doses mortelles d'arsenic. Les corps de ceux qui n'avaient pas été empoisonnés et étaient morts d'asphyxie sont soupçonnés d'avoir été étouffés dans leur sommeil.
La mort de ses enfants et petits-enfants n'a jamais été entièrement expliquée. Malgré tout, Nanny sera uniquement jugée pour la mort de Sam Doss à Tulsa, Oklahoma. Elle n'a jamais été jugée pour les 10 autres meurtres en Alabama, en Caroline du Nord ou au Kansas. Interrogée par des psychiatres, Nanny donnera une explication pour ces crimes. Elle expliquera se souvenir d'un jour, lorsqu'elle avait 7 ans, à bord d'un train en Alabama. Les freins d'urgence avaient été utilisés et Nanny était tombée en avant, se cognant la tête contre la barre métallique du siège devant elle. Elle avait perdu connaissance pendant des mois après l'accident et des maux de tête l'avaient tourmentée pendant toute sa vie. Si des lésions du lobe frontal du cerveau peuvent en effet provoquer des changements de personnalité, les psychiatres trouveront Nanny parfaitement saine d'esprit et pleinement responsable du meurtre de Sam Doss. Le 17 mai 1955, Nanny, qui a plaidé coupable, est condamnée à la prison à vie par le juge Elmer Adams, car le fait qu'elle soit une femme lui évite la peine de mort. Nanny Doss passe 10 ans au pénitencier de l'État d'Oklahoma avant de mourir d'une leucémie en 1965. Dans sa cellule de prison, on retrouvera des centaines de romans d'amour, les vrais compagnons de sa vie.